et bienvenue dans la dernière partie du corrigé du rattrapage 2021, cette partie 4 qui va être consacrée à la partie mécanique. Bon, la partie mécanique va être consacrée à une célèbre expérience qui est l'expérience de Millikan. Et cette expérience a permis de montrer que la charge des ions ne peut être qu'un multiple de E. C'est ça qu'il a montré qu'il existe une charge élémentaire qui est la charge de l'électron. Donc, très grand expérimentateur, en 1910, Millikan a réussi sa célèbre méthode de gouttelette d'huile. Il va, à partir d'une expérience très simple, il va montrer que la charge ne peut être, elle est quantifiée en fait. Bon, là, je vous lis la description. Si on voit là ici l'huile qu'il va injecter dans une région où vous avez au départ juste champ de pesanteur, et vous avez bien sûr une force de frottement, une force d'Archimède, une poussée d'Archimède. Il va étudier le mouvement de la gouttelette d'huile. Ensuite, il va appliquer une différence de potentiel. Il va immobiliser une goutte. Et à partir de l'étude de l'équilibre d'une goutte, il va remonter à la charge de la goutte d'huile. Voilà le principe. Donc, on va dans la masse volumique de l'huile, la masse volumique de l'air, G, la distance entre les deux entre la plaque A et la plaque B, A, la charge élémentaire de l'électron, les forces appliquées en absence du champ électrique. Au départ, il n'y a pas de champ électrique entre les plaques. Donc, voilà les forces, c'est le poids. C'est la force de frottement, on vous donne sa forme, moins 6P eta R fois V. Eta, c'est une constante qui caractérise le milieu visqueux, qui est ici. Ensuite, vous avez la poussée d'Archimède, qui est bien sûr moins ρ de l'air fois le volume de la gouttelette fois G. Bon, on va d'abord déterminer le rayon de la gouttelette d'huile. Donc, on se place dans le cas où il n'y a pas de champ électrique entre les plaques. Donc, en appliquant la deuxième loi de Newton, essayez de trouver cette relation-là. Donc là, c'est tout simplement un solide qui est soumis à trois forces, le poids, poussée d'Archimède et une force de frottement. Ensuite, déduire l'expression de la vitesse limite et, connaissant la vitesse limite, déduire la valeur du rayon de la gouttelette. Maintenant, on va appliquer un champ électrique, il va immobiliser une goutte et on va déterminer l'expression de la charge portée par cette goutte. Et à partir de l'expression de cette charge, on va déterminer la charge élémentaire. Voilà la première partie. Bien. Donc, la première partie de cette expérience, c'est uniquement déplacement d'un objet dans un liquide visqueux. Donc, vous avez trois forces. Vous avez la force, le poids. Vous avez la force de frottement qu'on peut représenter par moins lambda V. Avec lambda, c'est tout ça. C'est 6P eta R fois la vitesse. Donc, vous voyez bien, c'est moins lambda V. Et vous avez la poussée d'Archimède. Donc, exactement un objet qui se déplace dans un liquide soumis à trois forces, qui est la poussée d'Archimède, le poids et une force de frottement. Bien, voilà l'axe suivant lequel on va projeter la deuxième loi de Newton. Toujours deuxième loi de Newton, système étudié, c'est la gouttelette, les forces appliquées, le poids F et FA. Projetant sur OZ, la projection du poids, c'est mg. La projection de la force de frottement, c'est moins 6P eta R fois V. La projection de la force de la poussée d'Archimède, moins ρA, fois le volume de la goutte, fois G, est égal à md de V sur d de T. Et un petit réarrangement, on va écrire ça tout de suite sur la forme qu'on nous demande, en divisant par m et en remplaçant ici m par ρ fois le volume, et le volume d'une goutte, c'est 4/3 PR au cube. Donc voilà, mais là je ne vais pas remplacer le volume par sa valeur parce qu'il va être simplifié. Et en factorisant par G, ça va donner 1 moins ρA sur ρR. Et ce terme, je le ramène de l'autre côté et j'obtiens l'équation différentielle qu'on me demande de déterminer. Donc, c'est une équation classique sous la forme d de V sur d de T plus A fois V égale à grand P. C'est-à-dire l'équation classique que vous retrouvez dans le déplacement d'un objet dans un liquide visqueux. Bien. Maintenant, si dans le régime permanent, ce terme, bien sûr, va être égal à 0 et on va déterminer ce qu'on appelle la vitesse limite, qui est toujours B sur 1.
Voilà l'expression de la vitesse limite. Donc, si le régime est permanent, la vitesse est égale à la vitesse limite. Donc, la dérivée égale à 0. Donc, je trouve tout de suite vitesse limite, 0h fois r carré fois g, facteur de 1 moins ρh sur 9 états. Donc, passer à là facilement. Maintenant, on vous donne la valeur de la vitesse limite, déduire la valeur de r. Là, tout simplement, il y a trop de calculs, c'est tout. Donc, voilà, la vitesse est en mètres par seconde, il n'y a pas de problème. Donc, je déduis d'abord r carré, c'est 9 états fois la vitesse limite, divisé par 2g, ρh, je l'introduis ici, ça me donne ρh moins ρa. Et ensuite, r, c'est la racine carrée de tout ça. Voilà l'application numérique. État, c'est 1,8 10-5, vitesse limite 2 10-4, g 9,8, ρh, c'est 130, ρa 1,3. Tout est dans les unités internationales. Et je trouve exactement 0,036 10-4, c'est-à-dire 3,6 10-6, ça veut dire 3,6 micromètres. Très bien. Donc, ça rassure, on peut continuer tranquillement. Maintenant, c'est ça l'idée géniale de Millikan, c'est de dire, si j'applique un champ électrique, bien sûr, entre A et B, et là, en fait, la charge de cette goutte, elle est négative, donc le champ électrique, mais c'est pas la peine, on n'est pas censé le savoir pour répondre. Champ électrique, il se dirige toujours du potentiel le plus élevé vers le potentiel moins élevé, il est dirigé vers le bas. Donc la force électrique, je vous rappelle sa valeur, c'est Q fois E. Donc si Q est négatif, la force est dirigée vers le haut, force électrique. Donc la force électrique va freiner le déplacement de la goutte. Donc on va essayer de varier cette différence de potentiel jusqu'à immobiliser la goutte. Donc en jouant sur VA moins VB, on peut immobiliser une goutte. Ça veut dire qu'elle est en équilibre. Et à cette position-là, ou bien lorsqu'elle est en équilibre, on va déterminer la charge portée par la goutte. Voilà le principe. Si la force, bien sûr, si la goutte elle est immobile, sa vitesse elle est nulle. Donc la force de frottement elle est nulle. Donc elle va être soumise uniquement au poids, la poussée d'Archimède et la force électrique. Donc la force électrique c'est Q fois E. E c'est I0 sur D. D c'est la distance entre les deux plaques. I0 c'est la différence de potentiel. C'est V de A moins V de B. Donc le module de la force électrique c'est la valeur absolue de Q fois I0 sur D. Quand la boule est en équilibre, ça veut dire le poids est égal à la somme de la force du poussée d'Archimède plus la force électrique. Donc mg est égal à Q I0 sur D plus la poussée d'Archimède ρA Vs fois G. Voilà, donc, et je remplace ici M par sa valeur, ρH fois Vs. Donc je trouve Q I0 sur D est égal à G, facteur de ρH moins ρS fois V, et V c'est 4 tiers PR au cube, parce qu'on me dit de déterminer Q en fonction de I0, ρH, ρA, petit r. C'est pourquoi j'ai remplacé le volume par 4 tiers PR au cube. Donc j'obtiens tout de suite que valeur absolue de Q, c'est D fois G, ρH moins ρA sur I0, 4 tiers PR au cube. On connaît tout, donc on peut déterminer la valeur de la charge. Et en changeant les gouttelettes, qu'est-ce qu'elle a mesuré? Il a fait tout simplement, il a mesuré plusieurs charges Q1, Q2, Q3, et ainsi de suite. Il a remarqué que la charge qu'il trouve, c'est toujours un multiple d'une charge élémentaire, et c'est comme ça qu'il a découvert la charge élémentaire de l'électron. Bien, déduire le nombre de charges élémentaires portées par cette gouttelette. Bon, là, je vous laisse le soin de faire l'application numérique. Ça, c'est égal à n fois E. Donc, cette charge, c'est un multiple de E. Donc, en déterminant le nombre de charges élémentaires, il suffit de diviser tout ça par E. E, c'est 1,6 10-19. Et en général, on trouve un nombre entier. Voilà pour la première partie de la mécanique. Deuxième partie, on va étudier l'effet d'un champ électrique et d'un champ magnétique sur des cations. Donc, on va utiliser l'hélium. Donc, ça, c'est en fait le principe de la spectrographe de masse. On peut séparer des isotopes, en fait, des isotopes de même charge, de même masse, mais de charges différentes. Donc, vous savez qu'un champ électrique, il accélère les particules. C'est ça le rôle d'un champ électrique, sans les dévier. Donc, il permet de changer la vitesse, alors qu'un champ magnétique, il garde la vitesse constante. L'énergie cinétique ne change pas. Si vous appliquez un champ magnétique à une particule, ça veut dire la vitesse reste constante, mais on peut tourner, changer l'orientation des particules. Voilà la différence fondamentale entre un champ électrique et un champ magnétique.
Au départ, on va appliquer uniquement un champ électrique entre A et C. Toujours V de A supérieur à V de C. Le champ se dirige toujours du potentiel le plus élevé vers le potentiel le moins élevé. Là, vous avez des charges positives. Donc, la force va être dirigée de O vers O'. Donc, il va accélérer les cations. Bon, première question, déterminer la nature du mouvement. C'est toujours particules, système étudié, c'est le lithium. Force appliquée, c'est la force électrique. On néglige le poids. Et on va projeter sur l'axe de OX. Q fois E est égal à M à X. Donc, l'accélération, c'est Q fois E sur M égale une constante. Donc, c'est un mouvement rectiligne, uniformément accéléré. Bien. Ensuite, on nous dit déterminer l'expression de la vitesse. Donc là, vous avez X. Donc, je dérive tout simplement, bien sûr, l'équation de la trajectoire plus V0, C0 fois T plus X0, C0. Donc, voilà l'expression de X. Et pour la vitesse, c'est d de X sur d de T. Donc, voilà l'expression de la vitesse. Voilà, c'est Q I0 sur M T fois T. Pour la troisième question, on nous dit de déduire que la vitesse à la fin, la vitesse à la fin ici, la vitesse V1, s'écrit sous cette forme. C'est racine carrée de E fois I0 sur M1. Pour montrer ceci, vous avez deux méthodes. Soit j'utilise si X égale à D, c'est-à-dire si le lithium va arriver ici, ça veut dire qu'il a parcouru une distance D. Donc je détermine le temps où la particule va arriver ici. Je remplace dans l'expression de V de T et je vais déterminer la vitesse. Voilà la première méthode. Donc si X égale à D, je remplace ici X par D. Donc je vais déterminer T. C'est 2D, 2M fois D carré sur Q fois 0. Donc je pose ça égal à D et je vais déterminer T. Connaissant T, je le remplace ici et je vais déterminer la vitesse. Donc V1, c'est Q I0 sur MD fois ce temps-là qui est... Donc, c'est D racine carrée de 2M sur Q fois I0. J'introduis tout à l'intérieur de la racine et je trouve exactement la vitesse demandée. Vous avez une deuxième méthode plus rapide, c'est le théorème de l'énergie cinétique. C'est-à-dire l'énergie cinétique finale, moins l'énergie cinétique initiale qui est nulle, est égale au travail des forces. Et le travail de la force électrique, c'est Q fois U. Voilà. Et donc, vous voyez bien que V, c'est racine carrée de 2Q I0 sur M. Mais c'est cette méthode qui est demandée ici. C'est l'équation de la trajectoire, l'équation horaire. À partir des équations horaires, vous pouvez déterminer la vitesse au point O'. Bien, donc ça c'est l'effet d'un champ électrique. Champ électrique, qu'est-ce qu'il fait? Il permet d'accélérer les particules. Ils vont arriver ici avec des vitesses bien sûr qui seront différentes parce que la vitesse dépend de la masse. Donc la vitesse avec laquelle, plus la masse est grande, plus la vitesse va être petite. D'accord? Donc celle qui a la masse la plus grande va arriver avec une vitesse plus petite par rapport à celle qui a la masse la plus faible. Bien. Une fois qu'ils arrivent ici, ils vont pénétrer dans une région où il existe un champ électrique. On peut déduire déjà le champ électrique, le sens, même si ce n'est pas demandé, ça va être vers le haut. Comme ça, Q, V vectoriel B va avoir une force qui va tourner les lithiums dans ce sens-là. Donc voilà, et chacun va arriver dans une position différente, donc on peut les récupérer, les séparer. Et c'est ça ce qu'on appelle spectrographie de masse. Donc je peux récupérer le lithium C+, et le lithium 7+. Qu'est-ce qu'on nous demande dans la suite? C'est justement de calculer la distance Mn. Donc vous voyez, un va arriver à la position M, l'autre isotope va arriver à la position N, et de nous calculer cette distance. La première chose, c'est de remarquer que cette distance, c'est quoi? C'est ce diamètre-là, moins ce diamètre-là. Donc D2 moins D1. Donc la distance Mn, c'est D2 moins D1. C'est-à-dire 2 fois R2 moins 2 fois R1. Donc, pour déterminer cette distance, je dois calculer le rayon de ce cercle et le rayon de ce cercle. Bon, souvent ici, on vous demande de montrer que le mouvement est circulaire et uniforme. Mais là, on vous dit déjà que le mouvement, sachant que le mouvement des ions est circulaire et uniforme, donc vous appliquez juste la loi d'un mouvement circulaire et uniforme. Bon, mouvement circulaire et uniforme, donc gamma est égal à gamma normal, c'est mv carré sur r, est égal à la force qv fois b. Donc le rayon de chaque cercle, c'est m fois v sur q fois v. Donc le rayon R1, c'est M1 fois V sur Q fois B, et le rayon R2 fois V1 bien sûr, et R2, ce sera M2 fois V2 sur Q fois B.
Donc 2 fois R1, je multiplie par 2 des deux côtés. Donc je détermine, voilà D2, D1 et voilà le diamètre D2. Maintenant, à quoi est égal M1 fois V1? Je reviens ici. Vous voyez bien que M1, V1, c'est cette expression. Donc V1, c'est racine carrée de 2E fois U0 sur M1. Si je multiplie ici par M1, je multiplie ici par M1 au carré, je simplifie. Voilà M1 fois V1. Donc vous voyez, donc je peux remplacer tout simplement M1 fois V1 dans chaque, voilà, M1 fois V1 par sa valeur, M2 V2 par sa valeur, et voilà, je trouve la distance MN. Donc c'est, je vous laisse le soin de faire l'application numérique. Donc vous avez tout, M1, M2, voilà, M1, M2, bien sûr, il faut transformer en kilogrammes. Vous avez la charge de l'électron, U0, et ainsi de suite. Q c'est plus, la charge Q, voilà, c'est plus, donc plus E. Voilà. Voilà pour, donc c'est fini. Voilà pour en fait cette partie de mécanique que je trouve aussi très intéressante. C'est une expérience très pratique qui a permis justement de montrer que la charge de l'électron et la charge de la matière d'une façon générale, elle est quantifiée. Et cette deuxième partie, c'est la spectrographie de masse qui permet de voir que on peut séparer des ions, des isotopes de même charge mais de masse différentes. Voilà. Toujours comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, à la partager si vous la trouvez bien sûr intéressante. Sinon, c'est pas la peine. Comme d'habitude, bon courage, bonne continuation et à très bientôt.